Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 septembre, soyez les bienvenus sur Monaco Info, installez-vous confortablement, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Il n'aura fallu que 13 semaines pour changer entièrement la physionomie de la salle Gaston Médecin pour cette nouvelle saison de basket. Visite guidée dans ce journal. Le ministre de l'Intérieur nous parlera de l'objectif d'une telle rénovation, de sa complexité et plus largement de l'état du stade Louis II de façon générale. Johan Demey-Hamscher, le capitaine du Monaco Rugby à 7, vient d'être élu meilleur joueur de l'Inextinso Rugby 7 2022. Sa réaction dans ce journal. Le vice-président de la Commission européenne chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective est arrivé aujourd'hui à Monaco pour une visite de 2 jours. Visite qui s'inscrit dans le cadre des négociations initiées entre l'Union européenne et Monaco en 2015. Le ministre des Relations extérieures et de la coopération nous précisera les enjeux de cette visite. Start-up, architectes et représentants de Marina se sont retrouvés lors d'un rendez-vous en amont du Yacht Show pour apporter des réponses aux enjeux environnementaux. Ce sont de nouveaux infirmiers et aides-soignants et ils viennent de recevoir leur diplôme de l'IFSI en présence de la princesse royale de Hanovre. Et enfin, nous tenterons de vous donner envie d'aller voir la prochaine projection de l'Institut audiovisuel de Monaco le mardi 4 octobre au Théâtre des Variétés avec le film Holly Motors. Après 13 semaines de travail, 24 heures sur 24, mobilisant 4 ouvriers chaque jour, la salle Gaston Médecin a terminé son relifting. Une prouesse exceptionnelle, puisque vous allez le voir, le visage de l'antre de la Roca Team a bien changé. Yannick Debevert vous offre une visite guidée avec Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Tout commence ici, dans les coursives de Gaston Médecin, où a priori rien n'a changé, a priori seulement. Ça sent le bois dans cette salle Gaston Médecin, et pour cause. Près de 400 mètres cubes de bois de hêtre provenant des forêts françaises ont été acheminés jusqu'ici. Tout a été préfabriqué en usine pour ensuite être assemblé, ce qui donne ce résultat magnifique. Depuis le point le plus haut de la salle Gaston Médecin, voici ce que l'on peut voir. Un dénivelé impressionnant qui montre toutes ces rangées assemblées pour gagner un maximum de place. Une nouvelle forme aussi a été donnée à Gaston Médecin avec des virages qui seront habités par les différents groupes de supporters et notamment du premier COP de l'AS Monaco Basket créé nouvellement pour cette saison 2022-2023. Nous sommes ici à l'étage médian de la salle Gaston Médecin et ce qui marque à première vue, c'est cette structure métallique qui soutient les gradins supérieurs. Il a fallu près de 160 tonnes d'acier préfabriqué en usine et ensuite assemblé ici. Et puis vous pouvez le voir, cet accès pour les personnes à mobilité réduite qui offre une vue impeccable et imprenable sur le parquet. Côté parquet, rien n'a changé, on peut simplement admirer ces nouvelles tribunes à effet suspendu. Autre particularité de la salle Gaston Médecin, ce sont ces gradins inférieurs montés sur roulette et donc rétractables. Gaston Médecin reste donc une salle omnisport. Dernier détail, c'est ici que seront assis nos Rocaboys avec une certaine proximité avec les supporters. Rocaboys et Rocafans, ce sont désormais à eux de donner une âme et faire vivre cette nouvelle salle Gaston Médecin. Voilà pour cette visite. Nous en avons profité par la même occasion pour nous entretenir avec le ministre de l'Intérieur concernant cette nouvelle salle et plus largement sur l'état du stade de Louis II et les rénovations en cours. Voici son entretien. Patrice Célario, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes là dans la salle Gaston Médecin entièrement refaite. On vient d'assister à une visite guidée. Quel était concrètement l'objectif de cette rénovation, j'ai même envie de dire de cette reconstruction? L'objectif, c'était de passer d'une salle dont la conception relevait des années 80, donc avec bien évidemment des normes sportives et techniques complètement dépassées, à une salle répondant aux exigences du niveau de compétition qu'est celui de l'Euroleague, puisque la Roca Team nous fait le plaisir d'évoluer à ce niveau-là. Donc une augmentation de la capacité, mais pas seulement, une mise au niveau de l'éclairage, de la technique pour la télé, en fait de l'ensemble des constituants de la salle. On est dans les normes là pour l'Euroleague, pour participer à l'Euroleague? Oui, nous sommes dans les exigences, on répond aux exigences que nous avait fixées l'Euroleague. Ça n'a pas été simple, bien évidemment, puisque vous imaginez que la transformation de cette salle est complexe à concevoir et à réaliser. Ça a été une véritable prouesse, hein. Ça a été fait en 13 semaines, je crois. 13 semaines d'activité sur le site, puisque, bien évidemment, on ne pouvait pas travailler pendant que la Roca Team jouait et elle a terminé son championnat de la saison passée le 20 juin. Quel était le cahier des charges, esthétique notamment? Qu'est-ce que vous vouliez comme salle?
On voulait une salle qui change l'image de la précédente, donc avec le souhait de rapprocher le public des joueurs, ne pas mettre de barrières, donc il n'y a plus de murs verticaux qui étaient les petits murets de séparation des tribunes, avoir en fait une rangée de gradins à pente quasiment unique, des gradins répartis tout autour de la salle, donc vraiment une ambiance d'aréna et non pas simplement de tribunes de part et d'autre des quatre côtés du terrain. C'est l'exploit qui a été réalisé en quelques semaines par les équipes que je tiens à remercier et à saluer. La suite, en termes de rénovation, en ce qui concerne le stade Louis II, il y a eu la piscine, il y a la salle Gaston Médecin, il y a la piste d'athlétisme. On parle, je crois, la pelouse aussi. La pelouse aussi. Et on parle de 355 millions d'euros de rénovation, c'est ça ? Quelle est la suite ? Alors, la suite, c'est, je dirais, un petit peu de prolonger ce qui a été fait pour cette salle Gaston Médecin, c'est-à-dire de mener des études de manière approfondie, parce que dans un bâtiment existant, avec une activité intense dans le bâtiment, souvenons-nous que le stade Louis II est ouvert quasiment 365 jours par an, de 7h du matin à 23h, pour les scolaires, pour les amateurs, mais aussi pour les équipes professionnelles. C'est compliqué d'arriver à agencer une programmation de travaux. Donc il faut étudier cela dans le détail, de manière à pouvoir ensuite démarrer des travaux et pouvoir les faire dans un temps le plus contraint possible, le plus, je dirais, ramassé, de manière à être une gêne la moins conséquente qui soit par rapport aux activités du stade. Alors quel est votre constat ? Comment se trouve ce stade Louis II ? On parle des fois de vétusté. Est-ce qu'on est loin de ça ? Est-ce que ce stade est vétuste ? Je pense que le terme de vétusté est un terme particulièrement sévère par rapport à cet ouvrage. Rappelons-nous que c'est un bâtiment qui effectivement a presque 40 ans d'âge. Des opérations de maintenance très conséquentes sont réalisées au fil du temps pour rénover, améliorer, et sur le plan technique et sur le plan sportif, les différents équipements. Peut-être qu'un certain nombre d'aspects purement esthétiques peuvent laisser penser qu'il est vétuste. C'est vrai que la priorité, durant toutes ces années, ça a été de maintenir l'outil en fonction, l'outil pour les scolaires, pour les amateurs, pour les équipes, et pour pouvoir accueillir des compétitions de premier plan. Le stade n'a quasiment jamais cessé de fonctionner en 37 ans. Et cela, je pense, relève assez un peu de l'exploit qu'il convient de saluer. Et le terme de vétusté par rapport à cet exploit est peut-être un peu sévère. Alors il y a des choses qui sont à faire, il y a tout un programme de restructuration, de rénovation. L'expérience nous montre que à vouloir aller trop vite, on risque d'abord de ne pas bien faire, donc de devoir refaire ensuite, d'une part, et deuxièmement, on risque d'être plus perturbateur que, en fait, améliorateur. Alors sur les réseaux sociaux, j'ai vu que certaines personnes auraient aimé voir d'autres couleurs au niveau des sièges du stade de foot. Est-ce que c'est à l'ordre du jour ou pas du tout ? Parce que ça fait beaucoup parler, ça quand même, les ça sièges fait jaunes. beaucoup parler. Alors comme tous les choix esthétiques, ça fait toujours couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Mais cela existe en fait avant même que le stade ne sorte de terre, puisque à l'époque, donc en 1984, la couleur des sièges avait déjà fait beaucoup parler. Je crois que le choix esthétique, il appartient qu'à un seul. Des propositions lui seront faites et puis le souverain décidera. On revient sur le basket, on reparle du basket. Est-ce que l'on peut dire maintenant, là, depuis ces dernières années, que le basket est devenu le ou l'un des fleurons du sport monégasque ? Bien évidemment, lorsque des équipes brillent dans les championnats, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, on ne peut qu'être porté par la vague. La Roca Team nous emmène de succès en succès depuis plusieurs années. Je pense que la salle qui est là lui permettra de continuer à créer cette fusion entre ses supporters et l'équipe pour l'aider à aller encore plus haut et remporter des challenges qui, là aussi, ne sont peut-être pas très faciles à relever. Dans quelle mesure le gouvernement apporte son soutien à la Roca Team ? Tout ce qui est mis à disposition concourt à ce que l'équipe soit bien et qu'elle dispose d'équipements qui lui permettent de s'entraîner et de préparer les matchs et de pouvoir les tenir dans de bonnes conditions.
Patrice Elario, merci pour la visite de cette salle entièrement rénovée et qui est prête là maintenant à accueillir les équipes adverses de la Roca Team. Nous passons la balle à la Roca Team. Exactement. Et le premier match à domicile dans cette toute nouvelle salle, ça sera ce dimanche à 17h en championnat de France où Monaco rencontrera la chorale de Roanne. On change de sport, mais qui fait rayonner également la principauté, le rugby à 7. L'équipe du Monaco Rugby 7 est clairement l'une des meilleures du championnat de France. J'ai même envie de dire la meilleure. On sera fixé le 19 novembre avec les phases finales à Paris. Et nous avons appris hier au soir, lors de la nuit du rugby 2022, que le capitaine de l'équipe de Monaco avait été élu meilleur joueur de rugby à 7 pour la saison 2021-2022 dans l'Inextinso Super 7. Et nous sommes avec lui, Johan de Mehamscher. Bonsoir. Bonsoir. Un meilleur joueur du championnat de rugby à 7, qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, c'est une grande fierté, c'est un honneur et puis c'est surtout quelque chose qui récompense tout le travail qu'on a mis en place depuis les 2 dernières saisons du Super 7 avec le MR7. Donc très heureux de pouvoir représenter le club et que ça apporte ses fruits par rapport à nos résultats de la saison estivale. Surtout qu'il a fallu, en ce qui vous concerne, cravacher pour en arriver là. Vous revenez de loin, il y a eu une grosse blessure, par exemple, au rein, je pense notamment à ça. Ouais, c'est ça. Je me suis fait une grosse blessure au rein avec hémorragie interne il y a quelques années maintenant, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à revenir. Bon, au début, c'était même pas sûr du tout que je puisse rejouer au rugby. Et puis finalement, quelques années plus tard, je me retrouve là, à la nuit du rugby, alors que j'aurais pas pu imaginer. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de boulot derrière tout ça et très heureux, très fier de pouvoir représenter Monaco à la nuit du rugby hier au soir. Et oui, et ce qui est incroyable en plus, c'est que sur les 3 nominés hier au soir, 2 sont du rugby, du Monaco Rugby 7, vous et Cécile Africa. Ouais, c'est ça. Avec Cécile, on était là-bas tous les deux. Ça prouve quand même qu'on performe sur le circuit. Ça prouve que le collectif est bien huilé et ça permet de faire ressortir les hommes et les individualités. Donc ouais, c'est vrai qu'on était 2 et ça s'est joué à peu, je pense. Donc voilà, Et c'est vous qui avez emporté ce prix. Qu'est-ce qui fait que la mayonnaise a si bien pris dans cette équipe de Monaco, selon vous? On vient tous d'horizons différents. Et en fait, il faut en une semaine ou 2 créer un collectif. Donc, il y a beaucoup de tout simplement apprendre à se connaître et de créer quelque chose de fort, des liens pour pouvoir être bon sur le terrain. Au final, c'est le collectif qui nous fait gagner. C'est pas les individualités. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur les 2 dernières saisons et qu'on veut vraiment faire perdurer dans l'ADN du club. Et enfin, le 19 novembre, les phases finales pour être champion de France, vous y allez dans quel état d'esprit? Dans l'état d'esprit d'aller y performer au max et de faire mieux que l'année dernière, c'est-à-dire de remporter, parce que l'année dernière, on a perdu en finale. Donc, ce sera de se hisser jusqu'à la finale et d'essayer de remporter la finale si jamais on y accède. Oui, c'est une revanche là un peu. Ouais, c'est une revanche. Il y a eu de belles performances pendant l'été, mais maintenant l'été, ça nous a qualifiés pour ces phases finales à la EU Arena en novembre. Mais maintenant, le gros du boulot et la confirmation, elle est là-bas. Donc ouais, nerf de revanche, oui, mais surtout on a envie d'accomplir le travail et de pouvoir amener le MR7 à gagner ce championnat. Écoutez, on vous suivra. Merci, Johan de Mehamscher, et félicitations. Merci à vous. Une dernière info sportive avec une course cycliste reliant Londres à Monaco et pour la bonne cause, la préservation des océans avec la fondation Blue Marine. Les cyclistes sont partis le 20 septembre de Londres et sont arrivés dans l'après-midi sur le Rocher. Le vice-président de la Commission européenne chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective est arrivé aujourd'hui à Monaco pour une visite de 2 jours. Cela s'inscrit dans le cadre des négociations initiées avec l'Union européenne et Monaco en 2015. Mais qui est Maroš Šefčovič, Patricia Navarro? Il a un rôle clé et ce depuis peu car jusqu'au début de l'année, les négociations étaient pilotées par le Service européen d'action extérieure, mais elles dépendent désormais du secrétariat général de la Commission européenne avec
un interlocuteur politique qui est donc Maroš Šefčovič. Il est capital qu'il constate sur le terrain de visu ce qui caractérise Monaco, car c'est tout l'enjeu de cette visite de 2 jours, Fabien, une visite au cours de laquelle il va rencontrer le prince souverain, le ministre d'État et l'ensemble du gouvernement, ainsi que le président du Conseil national, mais il va surtout pouvoir découvrir les spécificités de la principauté qui ne sont pas toujours faciles à appréhender avec un regard tout à fait extérieur, des spécificités qui sont au cœur des négociations de l'accord d'association entre Monaco et l'Union européenne, comme le rappelle le ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei. Nous allons tenter de montrer à M. Šefčovič ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes un petit territoire de 2 km² avec certaines contingences, notamment donc l'exiguïté du territoire, la porosité des frontières, le fait que nous avons plus de 45 000 salariés qui viennent tous les jours en principauté. Et d'ailleurs, nous allons proposer à M. Šefčovič et sa délégation demain matin de se rendre à la gare aux alentours de 8 h du matin pour voir justement ce flux de salariés qui viennent à Monaco. Nous allons également expliquer à M. Šefčovič que tout l'enjeu pour la principauté de ces négociations, c'est de permettre à une petite communauté de 9 600 à peu près monégasques de continuer à vivre, travailler et se loger dans leur propre pays. Oui, 3 conditions qui sont effectivement les fameuses lignes rouges fixées par le prince souverain dans cette négociation. Ces négociations initiées en 2015 l'ont été à la demande de l'Union européenne. Patricia, on voit bien l'importance de la prise en compte des spécificités monégasques, mais que Monaco a à y gagner ? L'idée est dans la continuité de la dynamique qui a toujours été insufflée par les princes de Monaco, c'est de négocier des accords de protection et de coopération avec les pays qui entourent la principauté. Aujourd'hui, il s'agit notamment de faciliter les échanges économiques en matière d'exportation en Europe, mais pas seulement, car cela pourrait aussi renforcer bien sûr la souveraineté de Monaco sur la scène internationale, comme l'explique Isabelle Béraud-Amadei. Monaco est parfaitement intégré au sein de l'Europe. Nous sommes historiquement, géographiquement, culturellement européens. Mais pour autant, nous avons beaucoup d'échanges avec les partenaires européens. L'accord d'association nous permettrait ou nous permettra d'avoir un cadre plus sécurisé de dialogue et de coopération avec nos partenaires européens. Ce sont donc 2 journées très importantes dans le processus global de négociation pour lequel le Conseil de l'Union européenne a manifesté au mois de juin dernier la volonté de finaliser les discussions sur l'accord d'association d'ici la fin de l'année 2023. Une année qui pourrait donc être décisive dans ce dossier au long cours, freiné notamment par la crise de la Covid. Merci Patricia pour cet éclairage. Nous reviendrons bien sûr largement sur les temps forts de la visite de Maroš Šefčovič à Monaco mercredi soir dans le journal de 19 h. Le Monaco Yacht Show va ouvrir ses portes demain sur le port Hercule. Et bien quelques jours avant l'ouverture, le 2e Monaco Smart and Sustainable Marina Rendez-vous s'est déroulé en début de semaine au Yacht Club. Start-up, architectes et représentants de marina se sont retrouvés pour apporter des réponses aux enjeux environnementaux. Les explications de Frédéric Elion sur des images d'Orazio Gaggino. Une marina n'est pas seulement un parking pour bateaux, mais doit être un véritable lieu de vie avec des commerces, des logements et des parcs. Un port de plaisance qui respecte l'environnement. Voilà l'enjeu de la 2e édition du Monaco Smart and Sustainable Marina. 2 jours d'échanges, de rencontres et de conférences au Yacht Club de Monaco, avec des représentants de 50 startups, 20 marinas et cabinets d'architectes venus de 26 pays. Objectif, trouver des solutions et des propositions innovantes pour relever les défis du changement climatique dans le monde du yachting. Je suis très heureux que cet événement se passe à Monaco. À Monaco, il y a une certaine légitimité, si vous voulez. Entre l'architecture et le port, il y a une relation forte. Entre la ville et la mer, il y a une relation très forte. Entre la présence de ce Yacht Club qui est un magnifique bâtiment. C'est un petit peu comme si Monaco montrait l'exemple avec un magnifique Yacht Club Marina, si vous voulez, et que montrait que ce serait formidable, que c'est un point de départ pour beaucoup d'autres villes, un point d'inspiration. Il y a le design, mais il y a la technologie, il y a aussi l'écologie qui rentre en ligne de compte.
Parmi les temps forts de l'événement, les International Smart and Sustainable Marina Awards, décernés lundi après-midi dans les catégories Startup, Marina et Architecte. Les Autrichiens d'Enbach remportent le prix Architecte pour leur futur projet de plus de 30 000 m² dans le sud de la Chine, à Sanya. The project itself is part yacht club and part film studio, as well as apartments. So it combines several programs. It's mixed use, which is a little bit unusual. And it's also built with timber structure, which is probably like unheard of for a lot of people as a marina project. But it's actually very sustainable and very suitable for a marina environment. Pour le prix Marina, le vote du public a récompensé Flisvos en Grèce. Les Israéliens d'e-Concrete triomphent dans la catégorie Start-up. Sans aucun lien avec le sujet précédent, voici le taux d'incidence hebdomadaire concernant la Covid-19. Eh bien, ce taux est en baisse. Il était de 174 sur 100 000 la semaine précédente et il est cette semaine de 138. On reste dans le domaine de la santé, c'est toujours un moment particulier pour les étudiants de l'IFSI. La remise des diplômes de ces futurs infirmiers et aides-soignants s'est déroulée ce matin en présence de son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. Reportage de Frédéric Hélion sur des images de Thomas Deus. Tout a commencé le 30 août 2019, le point de départ de 3 années riches en émotions. Faites de rencontres, de stages au plus près des patients, de souvenirs avec ses camarades de promotion, de cours, de révision, avec une pandémie mondiale en invité surprise. Ce mardi matin, les élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco ont reçu leur diplôme des mains de la princesse Caroline. 23 étudiants de la promotion infirmier et 12 de la promo aide-soignant ont été diplômés. De très bons résultats et surtout des jeunes qui ont grandi, qui seront de futurs professionnels excellents dans les connaissances requises, mais excellents aussi dans la relation à l'autre. Ce sont des jeunes qui ont vécu pour les infirmiers la crise Covid et ils en sont sortis grandis. La plupart sont sur le CHPG et ils sont en train de prendre place dans cette grande famille. 60% des élèves diplômés de la promotion infirmier ont déjà été engagés au CHPG, une proportion qui s'élève à 80% pour les aides-soignants. C'est la fin d'un parcours très long, très enrichissant et très dur, je peux dire. Il faut s'investir 100%. C'est un métier qu'on choisit avec le cœur. Et j'espère de pouvoir continuer mon parcours au sein de CHPG. Je suis très contente. Je dirais que c'est mon métier qui m'a choisi, pas moi qui ai choisi mon métier. Je ne sais pas si on peut parler de vocation, mais c'est très important. Voilà, j'ai ma maman qui est infirmière et depuis très jeune, je suis baignée dans ce milieu-là, au plus près du patient à domicile. Et effectivement, ce contact-là m'a inspirée. Lilou a déjà été intégrée au CHPG puisqu'elle travaille en hémato-oncologie. Comme elle, les autres diplômés de la promotion Jacques Pastor vont venir exercer leur métier passion dans les différents services de l'établissement. Holly Motors, voici le titre du prochain film projeté au Théâtre des Variétés mardi 4 octobre par l'Institut audiovisuel. C'est un film très particulier, mais Vincent Vatrican va comme à chaque fois vous donner envie d'aller le voir. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on va parler d'un film très particulier de 2012, Holly Motors. Ça vous va si je vous dis que c'est un film quand même sacrément perché? Vous trompez pas. Très original. Très original, mais j'assume totalement ce choix, puisqu'il rentre dans un label que nous avons baptisé Cinéma Art Vivant. C'est-à-dire qu'on choisit des films qui font le choix de la création, c'est-à-dire des films qui essayent de pousser le plus loin possible le cinéma. Alors ça peut être inventer des formes, inventer une manière de raconter des histoires. Donc forcément, on sort des sentiers battus, on sort du film de genre, on sort de l'histoire d'amour ou de films trop balisés.
Et c'est vrai que ce film-là, qui raconte les 7 vies de Oscar, interprété par Denis Lavant, qui est incroyable dans le film. Absolument incroyable, qui est son acteur fétiche, qu'il a toujours fait tourner, et est un film qui est totalement déstabilisant dans ce qu'il raconte. On passe du rire aux larmes, c'est un film par certains côtés très pessimiste, et puis on est emporté par l'épisode à la Samaritaine en forme de comédie musicale, qui anticipe Annette qu'on a vu il y a 2 ans ou l'année dernière, je ne sais plus, à Cannes. Donc voilà, c'est un cinéma qui est là pour nous surprendre et nous bousculer. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est un film poétique, beau et dérangeant à la fois. Dérangeant parce qu'il n'hésite pas à parler crûment des choses, à déstabiliser l'image de certains acteurs, parce qu'il y a des apparitions de... Piccoli fait un petit rôle totalement inattendu. Eva Mendes se joue aussi dedans, Eva Mendes, Kylie Minogue, actrice américaine. Bertrand Cantat d'ailleurs aussi. Absolument. Donc voilà, c'est un cinéma qui est un cinéma, je dirais, inconfortable, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui est là pour nous sortir de notre confort, de notre train-train. Qu'est-ce qui nous fait croire encore au spectacle, au cinéma? Et je trouve que la réponse apportée par Léos Carax est tout à fait probante, encourageante. C'est ce qu'on attend aussi du cinéma, de nous laver les yeux de ce qu'on peut voir tous les jours au quotidien. Voilà. Ouais, on va voir donc Holly Motors. Absolument. Allez, merci Vincent. Merci Fabien. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar? Je continue comme j'ai commencé, pour la beauté du geste. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil de celui qui regarde. Holly Motors, mardi 4 octobre à 20h au Théâtre des Variétés. Quel temps va-t-il faire demain? Voici la météo avec vous, Vanessa Dessy, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Le ciel sera chargé par moments, même si le soleil pourrait faire quelques apparitions dans la journée. Les températures resteront agréables, elles iront de 15 à 25 degrés. Le soleil se lèvera à 7h23 et se couchera à 19h17 et nous fêterons les Venceslas. Venceslas est tout simplement le saint patron de la République tchèque et il est mort le 28 septembre en l'an 929. Les photos du jour sont consacrées à la salle Gaston Médecin totalement métamorphosée. Si vous ne vous en y étiez pas rendu compte lors de la visite que nous vous avons proposée dans cette édition, là vous ne pouvez pas le manquer avec ces photos de Manuel Vitali. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure. Passez une excellente soirée. Au revoir.